Dimanche 28 janvier 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal de Viva en version française. Dans les actualités de ce jour, les 3 personnes, une mère et ses 2 enfants, ont été relâchés par les ravisseurs après avoir été enlevés durant l'attaque du 23 janvier dernier à Antanadbe, Talatanangav, au district d'Ankazbe. Hier, 27 janvier à 18h, ces personnes ont été retrouvées à Manirnirn, au nord de Tsaramandoskeli, selon le rapport de la gendarmerie nationale. Reportage de Mervoula Tsviren. Les 3 personnes kidnappées par les malfaiteurs durant l'attaque qui a eu lieu à Antanadbe Talatanangav le 23 janvier dernier ont été relâchées par leurs ravisseurs hier 27 janvier à 18h au nord de Tsaramandoskeli, Fukuntan de Manirnirn Ankazbe. L'on sait que 12 parmi les malfaiteurs ont déjà été abattus par les forces de l'ordre dans cette affaire. Ces malfaiteurs, dont des femmes, viennent pour la plupart d'Ankazbe, un Bultarakel, un Djamin, un Zuzurbe et un Parafaravoul. Ce sont des complices d'Yaris, un bandit de renom abattu par les forces de l'ordre l'année dernière. L'opération de démantèlement des réseaux effectuée par la gendarmerie et l'armée se poursuit dans les 3 régions, à savoir Analamang, Betsbouk et Alochamangour, selon le rapport. Jeudi dernier, une réunion a eu lieu à Ankazbe entre les responsables de la gendarmerie et des forces armées, l'OMC d'Ankazbe, de la justice d'Ankazbe, des élus et des responsables des collectivités locales pour mettre en place des stratégies dans la lutte contre l'insécurité dans le district d'Ankazbe. Un centre de commandement a été mis en place la semaine dernière et réparti au niveau des régions dans le district d'Ankazbe, regroupant des représentants des forces de l'ordre, des forces armées et de la gendarmerie nationale. Dans les actualités de ce jour également, le pont métallique d'Ankarmiel au PK 400 est achevé et la route nationale 6 est donc ouverte à la circulation automobile depuis hier à 16h. Il a fallu moins de 48 heures pour installer cette infrastructure, une solution à la coupure de la route due au glissement de terrain. Mervoula Tsviren. C'est un grand défi que de rétablir la circulation sur la RN6 dans un court délai afin que la route soit réouverte au plus vite aux usagers. Les travaux ont été effectués jour et nuit pour y parvenir. Le ministre des Travaux publics, le colonel Ndjanachein Ndjiamiadzaliva, s'est rendu sur place pour suivre de près la situation et chercher les moyens de résoudre le problème. Outre l'installation du pont métallique à Ankaramiel, de nombreux travaux temporaires ont également été réalisés pour ouvrir la circulation sur la RN6. Cela comprend la réparation des routes qui se sont effondrées à de nombreux endroits, la réhabilitation des barrages endommagés, l'enlèvement du sable apporté par l'eau et bien d'autres encore. Étant donné que les pluies continuent, les techniciens civils et militaires sont déjà en train d'enlever les éventuels obstacles et surveillent déjà les portions susceptibles d'être coupées. Les travaux temporaires de pavage des routes fermées à cause du vol des buses sur cette route nationale ont également été achevés. Cela concerne les tronçons PK 203 plus 600 à Atanbari Tsar, PK 209 plus 200 à Balafamit, PK 222 et 223 entre Balafamit et Nziamangiran, PK 234 plus 600 à Balafamit 1, PK 317 plus 067 à Mbalasakoun en collaboration avec la région de Sophie. Les travaux de remplissage du barrage Oudiguette et d'enlèvement du sable apporté par les eaux au PK 234 plus 600 de la municipalité d'Ndiamangiran ont débuté hier. D'ici un mois au maximum, les passeports malgaches seront disponibles pour les malgaches expatriés à l'étranger. C'est parmi les tâches à accomplir par le ministère des Affaires étrangères dans un délai de 100 jours. L'ambassade de Madagascar à l'étranger utilisera des méthodes modernes et biométriques pour la confection de ces passeports. Reportage de Cécile Vin sur les images de Nzara Ranjiansu. La question des passeports pour la diaspora malgache doit être réglée selon les instructions du président de la République au ministère des Affaires étrangères. Pour y parvenir, l'utilisation de la technologie informatisée sera utilisée dans divers processus d'octroi de passeports à la diaspora malgache dispersée à travers le monde. L'objectif est de réduire le délai de délivrance des passeports à un mois maximum.
Cela commencera par Paris, en France, à travers la création du centre d'enrôlement qui collectera les informations concernant les citoyens demandant un passeport et qui disposera d'éléments informatisés en utilisant le service biométrique. Cette réforme dans la confection des passeports solutionnera les problèmes des Malgaches qui vivent à l'étranger. À noter que le passeport malgache a une durée de validité de 5 ans, cependant, il ne peut être utilisé que pendant 4 ans, car il faut 6 mois à 1 an pour que l'ambassade délivre le passeport une fois la demande déposée. Souvent, les membres de la diaspora doivent même rentrer au pays pour refaire un passeport. Rappelons que lors du dernier Conseil des ministres, le président de la République avait donné des instructions au ministère des Affaires étrangères. Cette réforme fait donc partie des défis pour les 100 jours. Le président de la République a déclaré lors du Conseil des ministres que la manière de délivrer les passeports au sein du ministère de la Sécurité publique devrait être améliorée. Les files d'attente et les difficultés de traitement des passeports sont à l'origine de la corruption et doivent être résolues au plus vite. Toujours dans cette page politique, sociale également, les sapeurs-pompiers dans la commune urbaine de Touamas ne sont retournés au boulot depuis hier après un mois de revendications. Leurs indemnités de 15 mois ont été payées selon les explications. Ces sapeurs-pompiers ont martelé qu'ils ne font pas de la politique mais revendiquent leurs droits. Indienne Martina nous en dit plus. La manifestation tenue par les sapeurs-pompiers de Touamas s'est achevée hier, selon leur déclaration faite hier. Le problème est résolu, les indemnités de 15 mois qui n'ont pas été payées sont actuellement tirées dans leur compte. Leurs revendications ont duré 1 mois. Selon les informations, le maire avait déjà signé le document de paiement de leur indemnité depuis le mois d'octobre 2023. Mais le retard de paiement serait dû à la lenteur administrative, affirme le deuxième adjoint au maire de la commune urbaine de Touamas. La commune de Touamas ne reste reconnaissant quant au comportement des sapeurs-pompiers durant ce mois de manif. Malgré cette manifestation, les sapeurs-pompiers ont continué à assurer leurs tâches. Et la représentante résidente de l'UNICEF à Madagascar, Christine Jolmes, a effectué une visite de courtoisie auprès du ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, Fidnia Voravou Kacha, hier. Cette rencontre a permis à la représentante résidente de l'UNICEF à Madagascar de renouveler l'appui et l'engagement de cette agence onusienne pour l'enfance à poursuivre la relation avec le gouvernement malagasy et le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène. Reportage de Miar Volasfir. Le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène est un grand partenaire du programme de coopération de l'UNICEF, d'après la représentante résidente de l'UNICEF à Madagascar. La suite de la 28e conférence des parties tenue dernièrement à Dubaï a été évoquée lors de cette rencontre pour capter davantage des financements pour le secteur de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène, car ce secteur tient un rôle important face au changement climatique qui touche également les enfants. En effet, l'eau est importante pour chaque enfant, pour leur croissance. Alors je suis très heureuse aujourd'hui d'avoir eu l'occasion de m'entretenir avec Monsieur le ministre de l'Eau, l'Hygiène et l'Assainissement, qui est un grand partenaire du programme de coopération de l'UNICEF. En particulier, nous avons discuté de la suite à donner à la COP 28 où Monsieur le ministre a été très présent, et notamment pour capter davantage de financement pour le secteur de l'eau et l'assainissement, qui est un secteur absolument clé face à la crise du changement climatique. Et pour nous, l'UNICEF, cette crise, c'est aussi une crise des enfants. Et on sait combien l'eau est importante pour chaque enfant. On voudrait vraiment qu'il y ait accès à une eau de bonne qualité pour permettre un bon début dans la vie à ses enfants. Et donc nous avons abordé un certain nombre de sujets, de stratégies, y compris la finalisation de la politique nationale. Et nous sommes très heureux de voir qu'il y a beaucoup de progrès enregistrés déjà. Et nous continuons à appuyer en tant que chef de file des partenaires techniques et financiers du secteur. Nous continuons à renouveler notre engagement, à appuyer le ministère et le gouvernement pour donner accès à l'eau et à l'assainissement à chacun à Madagascar. Cette visite de la représentante résidente de l'UNICEF à Madagascar a également permis de déterminer la poursuite de la relation stratégique pour cette année et pour les 5 prochaines années, tout en mettant un accent particulier sur les enfants dans les actions futures à entreprendre dans le secteur AEH. Les projets financés par l'UNICEF dans le Sud et l'éventualité d'extension dans d'autres régions. L'accélération des changements dans le secteur AEH, la politique nationale de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène ont été également évoqués.
Et la célébration du 100e anniversaire d'Entil Madagascar, où l'association des scouts Malagas a débuté officiellement au Palais de la Culture et des Sports de Mamasne hier. Une célébration marquée par diverses activités. Reportage signé Fenara Kotorsoul, Anzara Zonarfelo. Les jeunes sont l'avenir du pays. Pour promouvoir la jeunesse, l'État apporte son soutien à travers les divers événements sous la houlette du ministère de la Jeunesse et des Sports, selon le ministre hier. Ce que font les scouts malagasy à travers leurs associations, Til Madagascar est admirable, souligne-t-il, car ils apportent leur contribution en aidant la société, ce qui concorde exactement avec la politique de l'État à travers le volet jeunesse. L'ouverture officielle de la célébration du 100e anniversaire d'Entil Madagascar a été tenue hier au Palais des Sports et de la Culture Mamasne. La célébration officielle sera marquée par une rencontre nationale qui sera tenue du 1er au 5 août prochain de cette année. Le clôture aura lieu le 20 décembre 2024 selon les explications. Des représentants du TIL à travers la Grande Île sont venus assister à l'ouverture du 100e anniversaire hier à Mamasne. L'éducation dès la petite enfance va de pair avec l'éducation en classe. Apprendre aux enfants à être des témoins de Jésus-Christ, à être de bons citoyens, à être des piliers de la famille, tels sont les trois principes du scoutisme. Beaucoup de jeunes sont attirés par cette organisation à Madagascar. Toujours un reportage de Fenara Kotorsoul ou sur les images d'Anzara Razonarville. Étudier en communauté, être solidaire, mais aussi indépendant et curieux, voilà ce qui a poussé ces jeunes hommes à rejoindre le scoutisme connu sous l'appellation de TIL. L'association se base sur l'éducation religieuse. Ces jeunes hommes sont tous des Saint-Panamans ou la branche verte dans l'association TIL de Madagascar, qui aspirent à devenir des éducateurs, des responsables lorsqu'ils seront grands. Une étape cruciale pour se faire un nom dans le scoutisme à Madagascar. La vie de cette organisation comporte des nouveautés à chaque apprentissage qui devront être appliquées au quotidien. Les scouts doivent avoir un bon caractère pour être un bon exemple dans la communauté, mais aussi dans la société en général. À ce jour, le TIL Madagascar compte environ 26 380 membres selon les informations. Dans la page sportive de ce soir, Ravelsan Mika Roland a été élu nouveau président de la Fédération malgache de natation pour 4 ans après l'élection qui s'est tenue hier à l'ANS Impeflou. Les 7 ligues qui composent la Fédération malgache de natation sont toutes venues participer à cette convention suivie d'élections. Avant l'élection, le bilan des activités a été fait par l'ancien président, le général Gabriel Ramanansou, ce dernier qui a choisi de ne plus se présenter à l'élection. Nous en disent plus. Les 7 ligues qui composent la Fédération malgache de natation ont voté à l'unanimité pour Ravelsan Mika Roland lors de l'élection du président de la Fédération malgache de natation. 5 candidats étaient en lice. Ce résultat est synonyme d'unité, a déclaré le nouveau président, et il fera son maximum pour les nageurs malagasy. Il convient de noter que les ligues de Nalamang, de Vadvav, de Matsiachambun, de Vaknakarach, d'Alochamangur et d'Antsnanan et de Buin constituent la fédération de natation. La fédération est en cours d'étude de la structure qui permettra à ces ligues d'accueillir la compétition nationale, a précisé le nouveau président. Avant l'élection, l'ancien président de la fédération a fait le bilan de son mandat. Si la natation était en demi-teinte dans le passé, c'est formidable que nous ayons remporté de nombreuses médailles d'or lors des derniers Jeux des îles, souligne le nouveau président. Les nageurs malgaches ont pu également suivre des formations à l'étranger. L'ancien président de la fédération, le général Gabriel Ramanansou, a choisi de ne pas se présenter après avoir accompli 2 mandats consécutifs. Dans les actualités internationales de ce soir, des fonctionnaires corrompus ont détourné 40 millions de dollars destinés à l'achat d'armes pour la guerre avec la Russie. En août 2022, en Ukraine, ont révélé les services de renseignement du pays. France 24 nous en dit plus. Sont nommés dans l'enquête
seulement l'entreprise Lviv Arsenal et ils disent 2 fonctionnaires du ministère de la Défense sans les nommer. Mais les activistes anticorruption ainsi que d'autres sources citées dans les médias ukrainiens les nomment en disant qu'il s'agit d'Alexandre Liev qui était un représentant du ministère de la Défense responsable des achats, entre autres, jusqu'en février 2023 où il a été limogé après avoir été très fortement critiqué par des activistes anticorruption qui le soupçonnaient justement de vol et aussi de il questionnait son loyauté envers le régime, envers l'Ukraine, envers le gouvernement de Kiev, puisque il avait été apparemment quelqu'un qui soutenait l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014 et avait même manifesté contre l'armée ukrainienne. Donc c'est quelqu'un de très 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 odieux qui a été remplacé par Thomas Nadrour et lui aussi, selon les activistes anticorruption, figure dans ce scandale et c'est le 2e fonctionnaire à être arrêté et lui, il est toujours en poste. Pas pour longtemps, il faut espérer. Les activistes anticorruption tiennent à souligner tout de même que ces faits datent d'août 2022 et depuis la nomination de Rustem Umerov à la tête du ministère de la Défense, qui a remplacé Oleksiy Reznikov, la situation s'est améliorée. Il y a de nombreuses mesures qui sont mises en place pour améliorer la transparence dans l'achat d'armes pour le ministère, mais que ces réformes, pour le moment, ne sont pas allées aussi loin qu'ils auraient dû. Et en visite dans une ferme aujourd'hui, le Premier ministre Gabriel Attal a déclaré qu'il envisageait des mesures supplémentaires pour protéger les agriculteurs français contre la concurrence déloyale, alors que des syndicats agricoles ont annoncé qu'ils débuteront lundi un siège de la capitale pour une durée indéterminée. France 24. Changer d'avis à la coordination rurale depuis 30 ans. On n'a pas besoin de réécrire des banderoles et des autocollants, on veut des prix rémunérateurs. Et ça n'a jamais changé la coordination rurale. Et c'est pour ça que là, on a besoin d'annonces dans ce domaine. Et les annonces dans ce domaine, c'est tout simplement par rapport au traité de libre-échange, par rapport à cette Europe où il y a trop de différences intra-européennes, mais aussi extra-européennes. Donc il y a besoin de vraies annonces pour qu'on ait enfin des marchés organisés et régulés pour nous donner une chance d'avoir des prix rémunérateurs. Nous constatons que dans de nombreux pays concurrents, si je prends même des pays comme les États-Unis ou la Chine, les agriculteurs de ces pays-là disposent de prix planchers. Donc, si je prends l'exemple des céréales, aux États-Unis, le prix ne peut pas descendre en dessous de 210 € la tonne. Chez nous, en Europe, les prix actuellement sont bien plus bas qu'avant même les années 2020. On est retombé à 190 € la tonne pour l'agriculteur. Donc on a besoin de filets de sécurité. Alors c'est compliqué, mais franchement, on sent nous agriculteurs, on sent qu'on a une opportunité qui se reproduira peut-être pas. Il y a un mouvement qui est français, mais aussi européen. Et là, il faut le saisir. On a hier encore l'Europe qui a annoncé qu'elle était prête à signer le Mercosur. C'est impossible de nous imposer des règles en Europe pour tous les agriculteurs, des règles des contraintes environnementales que l'on peut parfois comprendre, mais de l'autre côté, laisser rentrer avec, par exemple, le Chili, le Mercosur et plein d'autres pays, même l'Ukraine, on nous laisse rentrer des produits qui ne remplissent aucune norme, aucune. Ah non, pas du tout, parce que là, ça c'est une erreur fondamentale. Il ne faut pas opposer les céréaliers avec des éleveurs. D'abord, on peut être les deux. En revanche, là où la moyenne des exploitations françaises, toute production confondue, est de 69 hectares en France. Donc on est quand même sur des exploitations de taille humaine, familiale. Et on y tient, et c'est là-dessus où on veut se battre. C'est-à-dire que, en revanche, je vous ai dit 69 hectares, un hectare c'est 10 000 mètres carrés. C'est la taille en France. Eh bien, si vous allez chez nos amis et voisins des pays de l'Est, et si je prends l'exemple de l'Ukraine, là-bas, il existe fréquemment
des fermes de plusieurs dizaines de milliers d'hectares. Charles Beigbeder était à la tête d'une ferme de 115 000 hectares. Là, on n'est plus sur l'agriculture familiale. Et c'est là où il y a le problème. Et de la même manière, j'ai entendu un exemple d'exploitation énorme dans les pays de l'Est, en Pologne. Il commence à exister des fermes qui représentent 72 hectares uniquement couvertes en poulailler. Et l'Iran a déclaré aujourd'hui avoir lancé avec succès 3 satellites simultanément dans l'espace. Une première pour le pays qui compte accélérer ses activités aérospatiales malgré les sanctions des pays occidentaux. Toujours un reportage de France 24. Il y a tout d'abord le fait que l'Iran lance donc ces 3 satellites. Aujourd'hui, ce sont des microsatellites d'une dizaine de kilogrammes, mais le 21 janvier, il y a moins de 10 jours, l'Iran a lancé un autre satellite de 100 kilogrammes avec un autre lanceur dans l'espace. Donc pour l'Iran, c'est d'abord un succès dans le domaine spatial. C'est aussi une volonté de Téhéran de progresser et d'accélérer son programme balistique malgré les accusations des pays occidentaux, puisque la France, la Grande-Bretagne et le Royaume-Uni et l'Allemagne ont critiqué ce programme spatial en affirmant que l'Iran utilisait ce programme pour développer son programme balistique également. Il faut savoir que malgré les sanctions occidentales, l'Iran a progressé à la fois dans son programme spatial, mais aussi balistique. Seule une douzaine de pays sont capables de placer des satellites dans l'orbite, et donc l'Iran fait partie de ces 12 ou 13 pays qui lancent maintenant des satellites. Autre point important pour l'Iran, c'est la technologie qui est utilisée pour le lancement des satellites. Les lanceurs utilisés par Téhéran sont un point important pour développer également le programme balistique de l'Iran, puisque la même technologie est utilisée pour le lancement des satellites, mais aussi pour développer les missiles balistiques. Actuellement, l'Iran donc dispose officiellement de missiles capables d'être lancés à 2000 km environ, une distance qui permet à l'Iran de frapper par exemple Israël ou le sud de l'Europe, mais avec ces lanceurs qui sont utilisés pour le lancement des satellites, selon les experts, cela permettra à l'Iran d'augmenter progressivement ses capacités balistiques et atteindre des distances beaucoup plus importantes, 4000 ou 5000 km, donc ce qui représente pour les pays occidentaux une menace. Sur ce, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre attention. Très bon suivi de programme sur Viva. À très bientôt. Au revoir.